Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau débat municipal 2014, les enjeux sur Alsace 20. Vous connaissez le principe, désormais différents candidats, différentes villes et un thème. Ce soir, nous allons parler impôts et investissements et un petit peu plus tard de transport. Tout ça est lié, comment on rend une ville attractive en maîtrisant la pression fiscale, où trouver l'argent pour développer des routes, des centres culturels, etc. On va poser la question à nos candidats ce soir, à nos invités sur Alsace 1, et je vais commencer par Anne-Catherine Weber. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sans étiquette, candidate à Plopsheim de la liste des projets, des valeurs, une ambition pour Plopsheim. À vos côtés, Jean-Luc Herzog. Bonsoir. Bonsoir, maire de Niederosbergen, sur la liste Réussir Niederosbergen. En face de vous, Daniel Meyer, maire de Rhino. Bonsoir. Particularité, vous ne remplissez pas. Vous nous direz pourquoi dans un petit instant, mais on va quand même avoir votre avis sur ces questions-là. Il y a à vos côtés, il y a Jean-Marie Bettel. Bonsoir Jean-Marie, Parti Socialiste, maire d'Oswald, qui lui se représente. Alors, on va commencer avec vous Daniel. Rhino, 3 mandats, vous ne vous représentez pas, pourquoi ? Je m'applique la règle que je prône depuis longtemps, c'est-à-dire que je suis partisan, quelque élection que ce soit, d'un maximum de 3 mandats successifs, ou non successifs d'ailleurs. Et en plus, j'ai 65 ans, révolu, donc je crois qu'il est temps de passer la main. On va quand même vous entendre ce soir, tout au long de ce débat. On va poser une question très simple, en gros, pour caricaturer. Où trouver l'argent pour faire vivre une commune? Et j'ai envie de poser cette question tout de suite à Jean-Luc Herzog, maire de Niederosbergen. Alors j'ai regardé un petit peu les chiffres de l'endettement de la ville. Ça se passe plutôt très bien, pas très endetté. Très largement en deçà de la moyenne française, qui est à peu près de 600 € par Français. Vous êtes aux alentours de 38-40, je crois. Où trouver l'argent? Est-ce que c'est un problème quotidien pour un maire aujourd'hui de trouver des fonds pour faire vivre sa commune, restaurer la voirie, installer des entreprises, aider des associations? C'est un problème pour une commune et un maire de trouver de l'argent, c'est évident. Vous savez, une commune fonctionne en fait avec 3 recettes principales qui sont le foncier bâti, le foncier non bâti et la taxe d'habitation. Alors il faut savoir qu'une commune comme Niederosbergen est dans une communauté urbaine, ce qui fait que l'ensemble de la taxe professionnelle est versée à la communauté urbaine. Donc les recettes d'une commune comme la nôtre sont extrêmement restreintes et il faut gérer en bon père de famille l'essentiel du temps. Ça veut dire qu'on ne fait pas d'investissement, ou très peu, ou comment on fait alors? On a fait énormément d'investissements sur 6 ans, et alors c'est un peu le paradoxe par rapport aux chiffres d'endettement que vous annoncez, parce que nous avons construit une école, nous avons construit un périscolaire, nous avons construit une maison d'assistante maternelle, nous avons fait un terrain multisport pour les jeunes, nous avons fait un terrain futsal avec des subventions européennes. Niederosbergen a gagné à l'euro-million. Exactement. Voilà. Donc vous voyez, en 6 ans, énormément de choses ont été faites. Mais où trouve cet argent alors, sans augmenter la pression fiscale? Alors je vais vous dire honnêtement, il faut gérer la commune avec les capacités qu'elle a. Ensuite, il faut recourir à l'emprunt. Il ne faut pas le négliger parce que sinon on ne fait rien. C'est comme dans la vie. C'est-à-dire quelqu'un qui veut construire une maison, acheter une maison ou acheter une voiture, s'il n'emprunte pas, il n'y arrivera jamais. Donc aujourd'hui, si vous voulez, pour être honnête, le chiffre que vous avez annoncé est un chiffre à fin 2013. À 2014, l'endettement de la commune va passer aux alentours de 400 €. Toujours en dessous de la fameuse moyenne que vous avez expliquée, mais avec l'ensemble des réalisations qui ont été faites, celles que je viens d'énoncer. Est-ce que c'est ce qui s'est passé à Rhino? L'endettement de Rhino a fortement augmenté ces 2-3 dernières années et vous êtes largement au-dessus du seuil national de 600 €. J'ai vu 1300 € par habitant tout de même ces 2-3 dernières années. Il y a eu un dérapage où il y a eu des investissements calculés. 1300 € par habitant à Rhino, c'est énorme. Non, c'est tout à fait dans la strate. Il ne faut pas généraliser les moyennes. Les moyennes sont également en fonction des possibilités des communes. Nous, il se trouve que nous avons des moyens relativement conséquents et nous avons fait énormément de travaux. Quelque chose qui s'imposait, c'était la restauration, la rénovation totale en basse consommation de la mairie. Ça, c'est un chantier très lourd. On a adapté l'ensemble de nos bâtiments publics sont maintenant accessibles aux handicapés, y compris l'église. On a fait des travaux lourds et il est parfaitement maîtrisé. Nous nous sommes fait accompagner par des cabinets financiers pour voir jusqu'où nous pouvions aller. On a fait un travail pluriannuel pour lisser sur 10 ans. Et là, on est au maximum de l'endettement qui commencera à baisser dès 2015. Et à partir de 2017, ça ira de nouveau nettement mieux, mais c'est gérable. Jean-Marie Bettel ou Anne-Catherine Weber, est-ce qu'on a la tentation d'appuyer sur le bouton hausse de taxes? Non. Ça vous fait rire? Mais oui, parce que c'est la solution de... Quand on lance une campagne, on va énoncer un certain nombre de projets.
Et puis, on regarde un petit peu ce que ça va coûter, et puis on se rend compte que ça va coûter forcément fort cher. Entre autres, nous avons le projet de regrouper l'ensemble des écoles du village sur un seul site. C'est ce que vous allez porter? Ouais. C'est ce que nous allons porter, oui, parce qu'actuellement, nous avons 2 écoles maternelles très éloignées l'une de l'autre et 2 écoles élémentaires également relativement éloignées l'une de l'autre. Donc le but, c'est de les rapprocher. Sur un seul site. Un investissement de ah oui, oui, qui est prévu et qui... Et de combien d'argent on parle là? Pour une école de ce type-là, ça doit représenter 10 millions d'euros. Enfin, les calculs précis ne sont pas encore faits parce qu'il va falloir effectivement... Et en fait, c'est ça le nerf... Enfin, ce qui va permettre la réussite de ce projet, c'est toutes les études qui vont être menées en amont de manière à mener le projet de la manière la plus cohérente possible pour qu'elle réponde à la fois aux besoins des habitants, de la commune et des parents, bien sûr. Et on n'appuie pas sur le bouton hausse à Plopsheim. C'est votre engagement pour votre prochain mandat? On va augmenter les impôts, c'est obligé, on peut pas rester... Ah oui, elle le dit, mais... Après, je crois que là aussi, quand on se lance dans une campagne, l'honnêteté de mise, ça sert très bien. J'ai eu des maires ces dernières semaines qui m'ont dit tu ne trouveras personne qui dira j'augmente les impôts. Bah, ça y est, j'ai trouvé. Ça y est, je l'ai trouvé. Attends, après, il faut savoir les augmenter doucement. On n'est pas obligé de les augmenter de 5%. On a mené le dernier mandat, nous avons augmenté nos impôts en général de 1 ou 1,5%. Et nous souhaiterions maintenir une hausse dans cette fourchette-là. Mais ça signifiera que nos investissements, au lieu de pouvoir les faire rapidement et d'un seul coup, il faudra peut-être imaginer que ce projet, on le répartisse sur un mandat, voire qu'on déborde sur un mandat suivant. Il y a également une autre solution, ce sont des arbitrages. Les communes ont des biens, peut-être qu'il va falloir se séparer de l'un ou l'autre de ces biens pour pouvoir... Ou de serrer des subventions, refaire des priorités, par exemple, Jean-Marie Bettel, c'est ça? Mais je crois qu'il faut voir d'abord les moyens dont on dispose réellement. Si on dispose de moyens chez nous, par exemple, en termes de foncier, de façon importante, parce que nous avons une histoire dans cette commune avec nos gravières, avec toutes ces entreprises, et nous disposons effectivement de terrains qui nous permettent de faire la bascule, le rééquilibrage au niveau des financements. Le deuxième point, c'est que notre commune évolue. Elle a, sur les derniers 8 ans maintenant, augmenté de 11 000 à 12 000 habitants. J'arrondis. 1000 habitants de plus. 1000 habitants de plus, c'est des taxes d'habitation. En plus, c'est des recettes supplémentaires, c'est vrai. Augmentation des impôts alors ou pas durant ce mandat? Non. Et c'est un engagement clair, ferme. Cet engagement, nous le calculons parce que nous faisons effectivement des autorisations pluriannuelles. Nous les avons encore ajustées à l'instant en semaine dernière par rapport effectivement aux gros investissements pour effectivement avoir le lissage nécessaire. On a très peu sollicité. Alors c'est de là qu'on peut voir aussi... La comparaison est délicate. Si je compare, je suis également présidente de la communauté de communes, donc je peux comparer les taux des communes qui nous entourent, et nous sommes à Rhino en ce moment pénalisés dans les subventions en tout genre parce que nos taux sont trop bas. Alors, c'est un grand débat au sein du conseil municipal. On a les bases qui augmentent chaque année de l'ordre de 1 à 2%. Cette année, ça ne va être que 0,8%. Je pense qu'au-delà de ça, il faudra faire une augmentation au moins 1 an sur 2, de 3 à 4%, mais ça représente en tant que sur la feuille d'impôt, parce que c'est à partir de bases qui sont très faibles, une contribution de l'ordre de 10 euros par foyer fiscal. Ça fait 1 euro par mois. C'est inévitable en fait. Pour moi, c'est inévitable. Mais en contrepartie de toujours plus de prestations, parce qu'on ne peut pas nous demander non plus de faire toujours plus des crèches, du périscolaire, on a fait tout ça. Il faut faire participer un peu la population. Moi, je ne suis pas pour s'engager à faire, à dire on ne va pas augmenter. Je crois que pour la commune de Rhino, je pense qu'il faudra faire des petites augmentations. Jean-Luc Herzog, une réaction à ce que vous entendez? C'est inéluctable.
Non, c'est pas inéluctable. Non, c'est absolument pas inéluctable. Donc moi j'ai un point de vue diamétralement opposé. Allez-y. C'est-à-dire que mon engagement aujourd'hui, c'est clair, c'est ne pas augmenter les impôts pendant 6 ans. J'estime qu'on est dans une période extrêmement difficile pour tout le monde, où le poids fiscal se fait à différents endroits, y compris l'impôt sur le revenu. Il est malvenu et pas acceptable aujourd'hui, dans une situation économique telle qu'elle est, que les communes fassent des ponctions supplémentaires sur les habitants. Je crois qu'il faut être raisonnable. On est capable de gérer et continuer à faire des développements de projets en ayant quelque chose qui est stable. Alors madame a d'ailleurs précisé quelque chose qui est important que les gens ne connaissent pas. La base fiscale, quoi qu'on fasse, augmente naturellement année par année. C'est-à-dire que c'est l'État qui d'office, applique une augmentation de 1 à 2%, plutôt 1,7 à 8%. Ça veut dire que même lorsqu'une commune ne procède pas à une augmentation de taxes, naturellement cela augmente et cela profite aux recettes de la commune. Alors, pour moi, il est exclu d'augmenter les impôts pour les 6 années à venir. Et deuxième point que j'aimerais souligner ici, nous sommes 3 communes qui faisons partie de la communauté urbaine de Strasbourg. Bien. Or, la communauté urbaine de Strasbourg a un poids fiscal aussi sur la taxe d'habitation, etc., sur le foncier, que nous ne maîtrisons pas. Taxe d'habitation en hausse de 17,5% entre 2008 et 2012, rien qu'à Strasbourg. 15 points à Mulhouse. Exactement. Alors moi, ce que je voudrais dénoncer ici, en tant que maire d'une des 28 communes, c'est que lorsqu'on regarde la pression fiscale des grandes communes que sont Strasbourg, Illkirch et Schiltigheim, qui président à l'ACUS, qui dirigent l'ACUS puisqu'ils sont majoritaires, ils n'augmentent pas les impôts. Ils n'ont pas augmenté les impôts pendant 6 ans en disant à leurs habitants, nous n'avons pas augmenté les impôts. Argument politique. Et argument politique, regardez comment on fait. Et les mêmes, quand ils sont à la communauté urbaine, nous font passer, puisqu'ils sont majoritaires, des augmentations d'impôts. Donc je parle toujours, moi, de la poche fermée, qu'on utilise, puisque l'essentiel des investissements vont sur la ville-centre, et donc c'est très facile de dire au niveau local, je n'augmente pas mes impôts, alors que la fiscalité de la CUS va servir prioritairement. Bien sûr. Vous êtes d'accord, Oswald? Pas tout à fait. Non, je dis, il y a une chose, c'est un débat, et je l'ai déjà entendu, bien sûr, je sais ce que Jean-Luc Herzog dit. Est-ce qu'il y a d'abord retour sur investissement, retour sur participation fiscale dans la communauté urbaine? C'est quelque chose qui est à voir. J'estime que oui. On peut discuter. Par contre, ce n'est pas la seule collectivité qui augmente ses impôts. Je laisse juste un petit mot à Anne-Catherine Weber pour la laisser réagir à ça et on fait une petite pause. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des communes actuelles, on est au bout de la chaîne alimentaire de toute façon, et c'est ça. Je veux dire. Moi, je suis pas dans la CUS. Non, mais je parle même pas de la CUS. Je veux dire, nous, on augmente les impôts au niveau de la commune, les administrés vont nous voir nous tout de suite. Je veux dire, l'État. Vous êtes là pour leur dire. L'État augmente les impôts, et ils vont pas toquer à la porte du ministre en lui disant, écoutez, là, je suis carrément pas contente. Alors que le maire, ils vont nous voir. On est bien d'accord, quoi. Et à côté de ça, l'État se désengage d'énormément de choses sur les communes. Je veux dire, l'aménagement. 1,5 milliard d'euros cette année pour les collectivités territoriales. Pareil en 2015. 860 millions pour les communes. Les communes vont être obligées de s'investir dans les aménagements des rythmes scolaires. On n'a pas le taux requis de logements sociaux, on a une pénalité à payer. Les bâtiments ne sont pas aux normes, il faut le faire dans un temps relativement court. Et c'est vrai qu'à Plopsheim, ça représente quelque chose comme à peu près 1 million d'euros pour des travaux à minima. Bien sûr, il faut les faire, c'est pas le souci. Mais les délais sont relativement courts pour une somme relativement importante. Je pense qu'on doit avoir, nous, en tant que maire, une prise de conscience dans une situation qui est anormale économiquement et de faire une pause fiscale le temps que l'économie réelle reparte dans 3 ou 4 ans. Ça veut dire que nous ne pouvons pas continuellement faire peser le poids de tout sur nos concitoyens. Ils n'en peuvent plus, ils consomment moins, souvent ils sont au chômage, ils perdent leur emploi. Il faut tenir compte de tout ça. Et le rôle du maire, c'est aussi, et nous avons cette chance d'être proches de nos habitants, de connaître leurs problèmes, y compris les problèmes sociaux, de tenir compte de ça et de réfléchir avec eux. C'est pas la peine toujours de vouloir dépenser plus, quand le moment n'est pas là. Un jour, le moment reviendra et à ce moment-là, on pourra à nouveau dire on augmentera les impôts, mais on verra beaucoup plus tard, pas aujourd'hui, ni dans les 4 ou 5 années à venir. Il faut être raisonnable. Alors, pause fiscale, investissement, on reparle de tout ça dans un court instant. Petite pause, à tout de suite.
Investissement, budget, commune, c'est le thème de ce débat municipal ce soir sur Alsace 20. Je reviens tout de suite avec vous, Daniel Meyer. On avait terminé sur une intervention de Jean-Luc Herzog qui demandait une pause fiscale, qui s'engageait à ne pas augmenter les impôts. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord là-dessus? Il n'est pas aberrant de dire que si on veut encore faire plus, on peut demander un petit peu plus, parce qu'on a encore une marge extrêmement importante. On est très en dessous, tout à l'heure vous parliez de moyenne, on est très en dessous des moyennes nationales et des moyennes même du Bas-Rhin. Donc est-ce qu'il est pas raisonnable de dire on arrête tout? Derrière, c'est la marge consacrée aux investissements qui baisse aussi. Alors. Oui, on ne peut pas tout demander à nos concitoyens. Dans nos concitoyens, il y a une partie faible, une partie qui a des problèmes sérieux, et ceux-là, on ne peut pas les mettre au même niveau que le reste de la population. Il faut donc rester dans une moyenne, et je pense que nos investissements d'aujourd'hui doivent anticiper aussi un certain nombre de choses. Anticiper par le fait que un redémarrage d'activité, un redémarrage au niveau de l'emploi doit être possible quelque part, mais il faut être prêt, il faut être dans les starting blocks, quoi. D'une manière générale, lorsqu'on est une petite commune, le plus important, c'est de ne pas vouloir tout de suite. C'est d'avancer à petits pas, au rythme de ses possibilités financières, au rythme de ses possibilités humaines aussi. Et là, je rejoins Daniel, dans la mesure où à Polpsheim, nous sommes une des communes les moins chères de la CUS au niveau des 3 taxes. Donc on est un petit peu dans le même cas de figure par rapport à des communes plus importantes dont les impôts sont déjà beaucoup plus importants pour les habitants. On va être obligé d'augmenter, mais il faut absolument que ces augmentations soient parfaitement maîtrisées et correspondent effectivement à des services supplémentaires qui vont être rendus aux habitants. Les autres investissements, ça peut être le transport. Justement, on va y venir. Il y a beaucoup de services à la personne qui se développent. La population vieillit. Il faut s'occuper des personnes âgées. Il faut les faire se développer. Alors, il y a différentes initiatives qui existent. Je vous propose de regarder ce reportage. On va y revenir tout de suite après. Reportage tourné à Obernai et à Oswald. Chez vous, on voit des associations, des bénévoles, justement, on parlait de ce tissu de bénévoles qui aident certaines personnes à se déplacer. Et à Obernai, vous allez le voir, un service de déplacement a été organisé, qui est financé en très grande partie par les entreprises. Justement, si on est de nouveau dans d'autres moyens de financement, trouver des idées. Regardez, on se retrouve dans 2 minutes 30. C'est Mathieu Chanvillard qui a réalisé le reportage. Plus besoin d'habiter Strasbourg ou Mulhouse pour bénéficier de transports en commun. Obernai, 11 000 habitants, a son propre réseau de bus depuis maintenant 7 ans. À l'époque, on disait déjà le prix du baril de pétrole s'envolera un jour, d'une part, et puis d'autre part, il faut des transports alternatifs. La ville a ainsi lancé Passo, une ligne de bus, 37 arrêts et des véhicules qui ont transporté 83 000 personnes en 2013. Un grand service, déjà je vois plus bien, et j'habite en dehors de la ville. Hein. Et on est à 50 mètres d'un relais Passo. La ville d'Obernai a acheté les véhicules et pris en charge les infrastructures et elle sous-traite l'exploitation via une délégation de services publics. Ça a été un investissement global d'un peu plus d'1 million d'euros. Le versement transport, c'est-à-dire porté par toutes les entreprises de plus de 9 salariés d'Obernai, paye à peu près 60% du dispositif. La ville d'Obernai à peu près 35% par an et l'usager 5%. Soit un ticket à 50 centimes d'euros. Autre problématique et autre solution locale à Ostwald, dans la banlieue de Strasbourg. La commune est desservie par le tram et par les bus de l'agglomération, mais le réseau ne couvre pas toute cette ville et tiré du nord au sud. D'où la recherche d'autres solutions, notamment en direction des personnes âgées. Du coup, la ville a lancé le Hoplabus, une navette gratuite qui fonctionne sur 4 lignes à raison d'une rotation par jour. Le véhicule appartient à la mairie et ce sont des bénévoles qui font les chauffeurs. Ça commence à fonctionner, c'est du bouche à oreille, beaucoup. Les gens sont ravis, ceux qui l'utilisent sont ravis. La cible, ce sont les habitations à l'écart des grands axes, avec le souci de proposer une offre de transport de proximité. Ça me rend service parce que je n'ai pas de véhicule et donc ça me permet d'aller faire des courses régulièrement. Mardi matin, je sais que Hoplabus va passer. Le Hoplabus transporte ainsi une trentaine de personnes par semaine, avec une destination privilégiée, la zone commerciale la plus proche.
On parlait d'investissement, les services à la personne, aider les retraités par exemple, ce sont des gros postes de dépenses qui peuvent être envisageables demain pour des communes comme vous, des petites communes comme vous, Jean-Luc ou Anne-Catherine? Oui, ce sont des gros postes. Alors, dans les communes comme les nôtres, qui sont un peu plus petites, on n'a pas la capacité, si vous voulez, de mettre en œuvre ce type de prestations comme Jean-Marie Beutel l'a fait à Ostwald, ce qui est très bien, ce qui est une très bonne initiative. Par contre, je vais juste vous donner un exemple et je sortirai 10 secondes du transport. Nous venons de lancer une bibliothèque au mois de décembre. J'ai fait appel à la population pour la gérer. 10 personnes m'ont répondu et donc j'ai 10 dames bénévoles qui gèrent une bibliothèque depuis début décembre. C'est ça qui est extraordinaire. La commune n'aurait jamais eu le moyen de payer un ou une employée municipale, même à mi-temps, pour se permettre de donner ce type de service à la population. Vive les bénévoles, Catherine? Oui, non, la bibliothèque de Plopsheim fonctionne aussi avec une employée et des bénévoles. Parce que toute seule, elle ne pourrait pas... Nous aussi, on a une employée à mi-temps. Maintenant, nous avons mis la bibliothèque dans l'intercommunalité. On a transféré pas mal de choses parce que je suis convaincu que le futur développement passera par l'intercommunalité parce qu'il faut mutualiser de plus en plus. Dans nos communes, bon, vous êtes déjà dans la CUS. Nous, ça se passe beaucoup dans l'intercommunalité, dont on ne parle peut-être pas assez parce que les budgets, maintenant, des intercommunalités sont souvent très supérieurs au budget municipal. On parlait de transport, on a un service, grâce au Conseil général, il ne faut pas l'oublier non plus dans cette histoire, un service de taxi à la carte qui permet aux gens d'aller dans les 3 communautés de communes, donc Benfeld, Erstein et nous, celle du Rhin, aller voir des spécialistes, aller voir des médecins ou alors simplement aller papoter chez la copine pour des coûts extrêmement réduits. Parce que la majorité des coûts est pris en charge par l'intercommunalité. Est pris en charge avec les fameux impôts, les prélèvements, tout ça. Ça fait partie des services. Et ça fonctionne bien. Je me tourne vers vous. Il y a un débat en ce moment aussi. Est-ce que le GCO fait partie des municipales ou pas? C'est autre chose. On en parle. C'est intéressant. Il faut être honnête. Avec la population, vous le savez, moi je me bats. Vous le défoncez, vous le défendez. Vous le défendez. Vous défendez. Je le défends parce que effectivement, avec 9 autres maires, y compris d'ailleurs votre maire sortant de Plopsheim, nous défendons en tant que maire sans étiquette le grand contournement ouest parce que pour nous c'est indispensable. Ce sera un poumon économique formidable pour des communes comme les vôtres. C'est d'abord un poumon écologique. Oui. Un poumon écologique parce que j'ai l'impression que parfois les gens pensent que les rejets s'arrêtent à la bande d'arrêt d'urgence et puis que ça ne va pas 100 mètres ou 500 mètres plus loin. Or, une commune comme la mienne est en bordure d'autoroute quand même, on est à 500 mètres. Quand il y a 200 000 voitures qui passent tous les jours là-dessus, on ne peut plus l'accepter. Il y a eu une forte évolution au niveau de la communauté urbaine ces derniers jours où ils étaient opposés. Oui, il y a eu un rapport qui est sorti. Il y a eu un rapport qui est sorti et maintenant on est pour. Et donc, il va y avoir quelque chose qui se fera. Une réaction là-dessus? Vous me disiez au téléphone, moi j'en ai marre de voir des camions passer par chez moi, je ne sais pas quoi faire. Oui, non, mais c'est ça. Vous, demain, si vous êtes élu maire, vous pouvez faire quoi? Malheureusement, mettre des barricades, manifester? Malheureusement, pas grand-chose. Pas grand-chose. De toute façon, les camions de plus de 3,5 tonnes, c'est uniquement de la desserte locale qui passe chez nous. Eh ben, je peux dire que ça dessert localement. Hein. Si, vous pourrez vous battre avec moi à la CUS pour obtenir le GSO, etc. Voilà ce que vous pouvez faire. Parce que pas seul. Jean-Marie Beutel. Alors, moi, on va laisser finir. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la RN 83 est bloquée. À partir du moment où la RN 83 est bloquée, la circulation... Ils passent par Nord-Toulouse, ils arrivent à... Voilà. Donc, il faut trouver effectivement un moyen d'aller... le péage des camions depuis 4 ans. Et maintenant, avec tous ces bonnets rouges et autres, on n'est pas près de l'avoir. C'est ça. Donc c'est... Jean-Marie Beutel, allez-y. Non, moi je voulais dire une chose. Au niveau de la CUS, il y a des avis complètement différents qui existent. Et ils ne sont pas politiquement figés. La preuve, Ostwald. Ostwald a toujours dit oui au GCO, oui, mais travaillons sur l'A35. L'A35 est une voie qui coupe la ville d'Ostwald en deux, qui nous a donné les pollutions sonores, les pollutions atmosphériques, etc. Et on a dégusté déjà. On a donné. Je demande d'ailleurs que l'on avance, bon, heureusement que le dossier a repris, sur la prolongation de la rocade sud, pour que la rocade sud puisse rejoindre effectivement la 35 et que ce nœud puisse se faire.
Guy Spolsheim a évolué sur le sujet. Heureusement, je crois qu'on a des possibilités. Voilà. Et moi, c'est des éléments qui prouvent que on peut faire avancer les dossiers. Pour rester sur le débat vraiment ultra local, il va y avoir les opposants au GCO ou les partisans de solutions plus douces qui vont dire oui, mais imaginons autre chose, les trains, autre chose, etc. Pourquoi pas des déplacements verts, électriques? J'entendais par exemple une candidate à Célestat qui voulait installer des bornes électriques chez elle. Est-ce que c'est le genre de choses que vous pourriez faire chez vous, là, Rino? Oui, bien sûr. Oui, et on le fait ou pas? On a le projet de le faire en intercommunalité. Oswald. Nous sommes en train d'aménager un endroit qui est près de la station tram, qui sera un endroit Vélop, voiture électrique avec Cities, donc Cities, la nouvelle formule donc ça, c'est ce qui sera encore accentué si vous êtes réélu. Tout à fait. Nous travaillons là-dessus et je crois qu'il y a des choses intéressantes. À Plopsheim? Au niveau des transports en commun, je voulais juste revenir sur un point à Plopsheim. Et je pense, comme beaucoup d'autres communes de la deuxième couronne, on bénéficie à la fois des transports CTS et du transport du réseau 67. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, si vous avez un abonnement, tout va bien. Par contre, si vous avez un ticket à l'unité, avec votre ticket à l'unité, vous ne pouvez prendre que le réseau 67 ou que le bus CTS. Donc vous payez 2 fois. Unité, uniquement. Et actuellement, il y a également des discussions qui sont en cours pour mettre en place des tickets train-tram de façon à ce que... Voilà. Et je pense, par rapport au transport en commun, que c'est dans ce sens-là qu'il faut absolument aller. C'est ce que vous porterez, par exemple? C'est ce que je porterai, bien sûr. Il faut absolument aller vers une simplification de manière à ce que les gens avec un ticket puissent vraiment se déplacer au sein notamment de la CUS, mais pourquoi pas au-delà, quoi. En liaison avec les différents secteurs d'habitat et dans le transport. Un petit mot là-dessus, c'est déplacement doux, écologique. Oui, les déplacements doux écologiques, c'est facile quand on est au centre-ville, quand on est à Strasbourg. Quand on est dans un village périphérique, les gens ne prendront pas le vélo pour aller en ville, d'accord? Donc ne pourront pas aller à pied en ville. Donc il faut toujours faire la distinction entre les endroits de proximité, qui sont les zones urbaines principales, et puis les communes périphériques. Nous n'avons pas, nous par exemple, le bénéfice du réseau 67, parce qu'on est trop proche de la ville. Donc par contre, pour le ticket unique, je suis tout à fait d'accord. Ça ne servira pas aux habitants d'Iller, mais ça doit servir à l'ensemble des gens de la communauté. Prendre le TER, prendre ensuite le tram ou prendre un bus CTS avec un seul ticket. Ça, c'est un grand débat et un grand combat simplifié. Le choc de simplification. Ça peut commencer par les tickets de TER. Mais quand même, avec une carte d'abonnement, ça fonctionne. On va clore le débat. Merci beaucoup Daniel Meyer, Jean-Marie Bettel, Anne-Catherine Weber et Jean-Luc Herzog d'avoir participé à ça. Investissement, budget, transport, j'espère que vous avez quelques clés, quelques idées de ce qui se passe dans certaines villes d'Alsace. On se retrouve la semaine prochaine. Gros débat, on va parler de sécurité. La sécurité dans les villes et dans les communes. Qu'est-ce que défendent les candidats et certaines listes? Soyez avec nous dès vendredi prochain, 19h. La suite sur Alsace 20, c'est Alsace et vous, le magazine du développement touristique présenté par Mélodie Schwertz. Merci de votre fidélité. Salut, à la semaine prochaine.